rentre dans la 4e semaine de guerre contre le Hamas. Depuis 5 jours, Israël et l'armée israélienne est dans la bande de Gaza. Cette fameuse opération terrestre, elle n'est pas massive, elle est plus tactique. Des milliers de cibles du Hamas ont été atteintes, mais également des soldats. 16 en tout depuis le début de cette opération terrestre. 1h30 de défense, c'est parti. On va essayer d'analyser ce soir, encore une fois, ce qui peut-être est moins clair chez vous. Pour nous joindre, Océane Nicole, merci d'être avec nous. Zvika Chaïmovic, vous êtes général de brigade, ancien commandant de la défense antiaérienne, et Ilan Lotan, ancien cadre du Hamas, du Shabak. Lapsus non révélateur, pardon. On va avant de commencer cette émission, je vous ai fait sourire. On va entendre la réaction du commandant de la 162e division qui dit que l'armée israélienne est aux portes de Gaza. Regardez, écoutez. Le 7 octobre, le Hamas a décidé d'entrer en guerre, une guerre qu'il a choisie. C'est pas nous qui avons décidé d'entrer en guerre. Depuis ce jour, nos forces sont sur le terrain, sur tous les fronts, y compris en Judée-Samarie, où nos forces entrent dans les maisons pour arrêter des terroristes. Nous sommes désormais en pleine opération dans Gaza. Les forces de la division sont profondément ancrées dans la bande de Gaza, aux portes de la ville de Gaza. Au cours des 5 derniers jours, j'ai rencontré des soldats et des commandants qui se battent côte à côte avec courage et comprennent bien leur mission. Ils recherchent le contact avec les terroristes. Ces derniers jours, nous avons perdu des personnes très chères, des héros d'Israël. J'ai vu l'étincelle dans leurs yeux. Nous sommes allés dans cette guerre pour briser la main du Hamas qui a choisi de nous étrangler. Nous gagnerons, mais nous comprenons que la mission est longue. Nous avons toute la puissance et tout le soutien du monde pour la mener à bien. Ces derniers jours, nous avons démantelé de nombreuses capacités du Hamas, des installations stratégiques. Les tunnels, nous les rencontrerons plus tard dans nos prochaines missions afin de les détruire. Nous croyons en cela, nous croyons en cette mission. Alors messieurs, nous avons la chance ce soir d'avoir 2 anciens cadres des forces de sécurité israéliennes. Je vais vous poser exactement la même question à vous deux. Si vous pouvez répondre assez rapidement, je ne sais pas qui veut commencer. Cela veut dire quoi, être aux portes de Gaza? Je pense que cela veut dire que l'essentiel est encore devant nous. Israël, Tsahal est avancé et a percé les premières lignes de défense du Hamas. Et il y a des combats en zone urbaine. L'autre chose que j'ajouterais, c'est au fur et à mesure que les manœuvres vont s'intensifier, il y aura aussi plus d'activités du Hezbollah dans le nord et du Houthi dans le sud. Et je dirais, quand on dit qu'on est dans les faubourgs de Gaza, cela veut dire qu'il faut s'attendre à des jours très complexes et des grands défis, et on doit être très sensible aux différents développements. Ilan Lotan. כן, אם נתייחס קצת לגיאוגרפיה, חבל שאין פה מפה, אז יש את מרכז העיר עזה, כמו בכל עיר בעולם, ויש את השכונות או את הפאתים, במקרה שלנו, אם זה מחנות פליטים, דובר על... On voit cette carte, on voit très clairement cette carte qui nous a été préparée. דובר היום בתקשורת על ג'באליה, מחנה פליטים ג'באליה. Donc, on a des faubourgs de Gaza, c'est cela qu'on veut dire. Voilà ce qu'on veut dire sur le plan géographique. Il y a des faubourgs autour de la ville de Gaza, donc les troupes se positionnent autour de la ville de Gaza. Alors, j'aimerais d'abord commencer par les renseignements. Lorsque je vous ai appelé, il y a 48 heures, nous étions au moment de savoir que l'otage était en train d'être libéré. Comment on collecte des renseignements en temps de guerre? Comment on arrive dans un des milieux les plus denses au monde à collecter des renseignements? Écoutez, il est évident qu'en temps de guerre, c'est une question beaucoup plus complexe. Il y a des renseignements
qui sont recueillis par les troupes, qui voient des choses sur le terrain. Et il y a aussi d'autres moyens, je ne peux pas les détailler, mais nous voyons que peu à peu, on arrive à éliminer les commandants du Hamas. On a appris aujourd'hui que le commandant du service des missiles anti-chars du Hamas avait été éliminé. Et bien sûr, on recueille des renseignements par toutes sortes de moyens, mais je ne peux pas vraiment entrer dans les détails. Ça veut dire que, est-ce que le Shabak avait, bien évidemment, c'est pas une question, avait une banque de cibles? Comment on alimente cette banque de cibles au fur et à mesure du terrain? Alors, cette banque de cibles, effectivement, s'actualise en permanence. Au début, on a ces 250 terroristes qui ont été interpellés, qui ont été interrogés, qui nous offrent des renseignements actualisés. Et dans certains cas, c'est vraiment de l'interrogatoire. Quelques minutes plus tard, on communique les renseignements à un pilote. Et pendant les combats, s'ajoutent des cibles en permanence. Certaines font partie de la banque de cibles que nous disposait auparavant, mais certaines sont repérées par les forces qui sont sur le terrain, qui peuvent identifier une cellule terroriste ou l'ouverture d'un tunnel. Immédiatement, on bombarde cette cible. Et encore une fois, ces autres moyens par lesquels on recueille des renseignements. Alors ma question, je sais qu'elle va être repoussée d'un coup par votre main, mais le renseignement dans la bande de Gaza, il est que SIGINT ou il est HUMINT aussi? Est-ce qu'il est que technologique ou il est humain? Les renseignements sont collectés avec tous les moyens, par tous les moyens voilà, dont on dispose. La question, et ensuite je vais la poser à Tzvika, parce qu'il faut coordonner. Au moment où le Shabak a des renseignements, est-ce que vous informez aussi la défense antiaérienne au même moment pour dire attention, il va y avoir une opération, faites attention parce que ça peut tirer de l'autre côté? Alors, ces renseignements ne sont pas recueillis uniquement soit pour le Shin Bet, soit pour Tzahal. Nous sommes assis les uns à côté des autres et les informations circulent. S'il y a quelque chose qui est pertinent pour le système de défense aérienne, bien sûr, on les informe immédiatement. Si c'est pertinent pour les forces sur le terrain, eh bien, les commandants sur le terrain le reçoivent sur leur ordinateur. Les renseignements sont transférés en temps réel à tous ceux que ça concerne. J'aimerais ajouter... Oui, allez-y. J'aimerais ajouter que dans de nombreux cas, on a un avertissement en temps réel. C'est-à-dire, on vous dit, attention, il va y avoir des tirs vers tel ou tel secteur. Alors c'est important parce que immédiatement, cela prépare les systèmes de défense et aussi cela alerte les drones qui survolent la bande de Gaza. Donc s'il y a une cellule terroriste qui a tiré une roquette, eh bien il faut les encercler immédiatement pour s'assurer que c'est la dernière fois qu'ils tireront. Et au cours de cette guerre, on a eu beaucoup de cas où effectivement il y a eu les renseignements et le lancement d'une roquette et au sein de la division, il y a tout un dispositif dont le but, c'est effectivement de cibler les cellules qui tirent. Donc les renseignements sont transférés jusqu'à ce qu'on cible. Une des choses que nous avons apprises au cours des longues années au cours desquelles nous avons eu des opérations, c'est ce dont Tzvika a parlé, c'est que l'ensemble doit être plus grand que l'ensemble des pièces du dispositif, que la somme des pièces du dispositif, c'est-à-dire on a un poste de commandement avec un représentant du Shabak qui se trouve vraiment physiquement à côté d'un représentant de l'armée et les renseignements circulent directement. Avant de préparer la mission ou pendant la mission? Pendant les combats, à l'heure où nous parlons, il y a des salles de commandement d'où on gère les opérations et donc il y a des représentants du Shabak, des représentants des renseignements militaires qui sont assis côte à côte et qui dessinent le tableau sur le plan des renseignements et parfois les renseignements sont utilisés de matériel opérationnel en quelques secondes. C'est quelque chose qui fait partie d'une véritable révolution. L'idée, c'était
d'aplatir tous les obstacles, d'aplatir la hiérarchie complètement et de communiquer immédiatement à l'échelon tactique, offrir à l'échelon tactique des outils qui leur permettent des renseignements pour agir immédiatement et être aussi très souples face au développement. Autrefois, les renseignements restaient au niveau de la division, parfois au niveau du bataillon, mais aujourd'hui, c'est vraiment au niveau, voire de la compagnie. Voilà, et les bataillons ont les renseignements immédiatement, et c'est une véritable révolution. Et on a tout un package de renseignements qui qui peuvent devenir immédiatement opérationnels. C'est une révolution, et c'est la première fois qu'on l'applique vraiment sur le terrain. Alors, bien évidemment, vous le savez, ce n'est pas la première guerre dans la région. J'ai pu en couvrir la plupart d'entre elles depuis une vingtaine d'années. Moi, ce qui me choque, c'est le fait de voir qu'il y a de moins en moins d'obus de mortier, et d'ailleurs c'est une bonne chose, mais d'obus de mortier et de roquettes qui sont tirés en direction des forces qui avancent. Est-ce que l'un de vous deux a la réponse à cette question, ou alors c'est parce que les forces israéliennes n'ont pas atteint encore les grandes agglomérations de Jabalia et de Gaza City, la ville de Gaza? Effectivement, il y a moins d'obus de mortier, mais je pense que la manière, le comportement du djihad et du Hamas n'a rien de surprenant. On exerce une pression beaucoup plus forte et ils sont de plus en plus dans leur tunnel souterrain, et naturellement leur capacité à tirer des obus de mortier et des roquettes diminue. Nous voyons que depuis les manœuvres terrestres, il y a de moins en moins de roquettes. Alors, il y aura toujours des tirs, ça ne va pas disparaître. Mais moi, je n'en tirerai pas la conclusion qu'il n'y a pas de menace d'obus de mortier et de roquettes. C'est une menace importante, et il faut que les forces sur le terrain soient disciplinées et prêtes à ce type de menace, parce que cela peut causer des dégâts importants. Je suis d'accord avec ce que Tzvika vient de dire. On a appris aujourd'hui qu'un soldat avait été tué d'un obus de mortier à côté de Nérim. Donc il y a encore des tirs vers les localités autour de la bande de Gaza, même s'il n'y a plus de civils qui y se trouvent. Il y a aussi ces zones de rassemblement des soldats qui, avant la guerre, étaient beaucoup plus protégés, étaient beaucoup plus loin des tirs de mortier, mais effectivement, il y a encore des tirs d'obus de mortier. C'est une menace qui perdure. En ce qui concerne les roquettes, le Hamas a une gestion très organisée. Alors, ils ont un arsenal limité. Alors, je suppose qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire entrer des roquettes de la péninsule du Sinaï, et ils ont moins de capacité de produire. Alors, nous allons continuer à avoir des tirs de roquettes, mais avec une moins forte intensité, parce qu'ils ont tout planifié cela à l'avance, et j'espère qu'il y aura le moins de tirs de roquettes possible. Je pense que aussi la portée des roquettes va réduire, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de roquettes vers le sud du pays, parce que les roquettes qui sont de plus longue portée, ils en ont moins, et ils vont plus se focaliser sur Ashkelon, Ashdod, et moins sur le centre du pays, sur la région de Tel Aviv. Alors, messieurs, on va faire une pause dans le sud pour aller dans le nord dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais poser la question à Océane Nicole. Océane, on a vu la manière dont l'armée israélienne a montré les images de l'hôpital Shifa et la manière dont le Hamas avait son poste de contrôle en dessous de l'hôpital. Tout à fait, ça fait, on le sait maintenant depuis 20 ans que le Hamas construit donc ces fameux métros de Gaza, tous ces tunnels, et c'est des tunnels qui vont entre 30 et 70 mètres de profondeur, donc c'est extrêmement profond, très difficile à atteindre pour Israël. C'est là un petit peu le point faible, et c'est l'atout du Hamas. C'est pour ça que c'est aussi l'objectif d'Israël dans cette guerre, de détruire, d'éradiquer le Hamas et d'atteindre ces tunnels. Le problème, c'est qu'en effet, il y a 35 hôpitaux dans la bande de Gaza, et le Hamas se sert de ces hôpitaux, notamment de cet hôpital où on a vu cette vidéo qu'a publiée l'armée israélienne. On va peut-être la voir. En train de diffuser, ouais. Alors évidemment,
c'est des images qui ont été un petit peu améliorées, mais c'est globalement ça. Il faut imaginer qu'au-dessus, il y a donc l'hôpital avec les blessés qui sont soignés de manière normale, les civils, et en dessous, il y a tous les hauts responsables du Hamas qui sont cachés. Ils peuvent vivre plusieurs semaines dans ces tunnels parce qu'ils sont extrêmement bien équipés. Il y a de l'électricité, il y a de l'eau, il y a un système d'aération. Et ça, c'est vraiment le métro de Gaza que Tzahal aimerait éliminer, éradiquer. On sait aussi, on imagine qu'il y a aussi les 240 otages israéliens qui sont aussi dissimulés, et tous les hauts responsables du Hamas se situent là, en dessous de Gaza. De cet hôpital. Merci Océane, ça nous a permis de clore ce chapitre du Sud. Je me tourne maintenant vers vous, Ilan. Et ensuite, on va voir le bouclier, la manière dont le bouclier antiaérien s'est comporté avec vous, Zvika. Ilan, vendredi, Hassan Nasrallah doit prononcer un discours. Et il n'arrête pas de menacer en disant si l'armée israélienne ne sort pas d'ici vendredi, vous verrez un autre Hezbollah. Il faut le prendre au sérieux ? Je pense qu'une des leçons principales que l'on doit tirer du 7 octobre, c'est qu'il faut être très prudent dans notre compréhension des intentions de l'ennemi. Le Hezbollah s'est armé, il dispose environ de 100 ou 150 000 roquettes, pas pour protéger le Liban, mais pour, le temps venu, nous attaquer. Tzahal est prêt ? Tzahal est prêt à l'ouverture d'un nouveau front sur le nord. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une défense régionale. Et en fin de compte, c'est le Hezbollah qui prendra sa décision. Je pense que ce qui va décider du déclenchement d'une guerre dans le nord ou pas, c'est une erreur ou pas. Si il y a une roquette du Hezbollah qui touche un jardin d'enfants ou une maison, cela changera tout. Ces menaces ne m'émeuvent pas. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Ça fait partie de la guerre psychologique, de la bataille pour les consciences. Vraiment, il ne faut pas trop écouter ce discours. Tout le monde attend le discours comme si c'était une déclaration du président américain. Zvika, en préparant cette émission, vous m'avez dit que c'est la première fois dans une guerre que mène Israël, que l'intégralité du bouclier antiaérien israélien a fonctionné de manière opérationnelle. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs ce que cela signifie ? Je rappelle quand même aux téléspectateurs que vous étiez quand même le commandant de la défense antiaérienne de l'armée israélienne. Naturellement, au cours de toutes les opérations des années passées, on a beaucoup parlé du dôme de fer, on connaît bien ce système, on a aussi introduit le système fronde de David qui est au-dessus, qui est une couche supplémentaire au-delà de la couche que couvre le dôme de fer, et récemment, au cours des dernières 24 heures, on a vu le système Arrow et notamment avec ce missile qui a parcouru 600 km en provenance du Yémen, qui a été tiré par les Houthis. Et donc nous avons une guerre où les trois couches de défense, c'est-à-dire dôme de fer, front de David et Arrow, tous ces systèmes ont intercepté des roquettes et des missiles. On parle aussi beaucoup des combats dans la bande de Gaza, et on a raison, mais le système de défense aérienne montre bien la menace sur plusieurs fronts, parce qu'on a on a intercepté bien sûr des roquettes de la bande de Gaza, mais aussi des roquettes du Liban et de la Syrie. Et hier, on a intercepté un missile qui vient du Yémen. Donc rien ne montre mieux que c'est une menace sur plusieurs fronts, puisqu'en une journée de combat, eh bien, on a des tirs qui sont interceptés et des tirs certains qui ont parcouru des roquettes qui ont fait quelques kilomètres et des missiles qui ont fait des centaines de kilomètres. Aussi, cela montre la nouvelle réalité à laquelle nous sommes confrontés. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël, depuis 1948,
qu'il y a une menace de 1500 km. Pendant la guerre du Golfe, c'était la première guerre du Golfe, c'est la première fois qu'on a eu affaire à des missiles de longue portée qui avaient été tirés, les Scud tirés par Saddam Hussein, eh bien on avait 700 km. Là, on a des missiles qui sont tirés de 1500-1600 km du Yémen, et c'est la même distance qui sépare Israël de l'Iran. Donc on voit bien que la menace n'est pas théorique, mais que c'est une menace réelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura vaincu le Hamas, on restera dans un environnement où on a franchi ce seuil de tir de missiles de longue portée vers Israël. Ce qui me permet de vous poser la question, messieurs, c'est que la conception israélienne a changé. C'est que j'entends chez la plupart des experts militaires ou des commandants qu'il faut revenir à 1967. La conception de 73, 82, 2006 et ainsi de suite jusqu'à 2014, jusqu'à aujourd'hui, c'était de réagir, c'était d'être dans la réaction. Vous venez de l'armée de l'air, puisque la défense antiaérienne vient de l'armée de l'air. Vous venez du Shabak. Est-ce qu'il ne faut pas justement, puisque vous dites demain, il va falloir gérer plusieurs autres menaces. Est-ce qu'il ne faut pas agir maintenant au risque d'une guerre multifront avant que cela ne soit trop tard? C'est-à-dire frapper très fort le Yémen pour dire stop, il n'y aura pas d'autres menaces. Alors, c'est une question très complexe et il y a beaucoup d'aspects. Je pense que personne n'ignorait que l'Iran, le Hezbollah élaboraient cette force, pas pour garder cela dans les arsenaux. Ils le disaient d'ailleurs lors de leur défilé et dans tous les discours que le but de toutes ces armes était le temps venu d'agir contre Israël, d'attaquer Israël. La question reste toujours la question du timing, des intérêts des uns et des autres et le scénario dans lequel on se trouve. Je pense que la réalité actuelle va bien au-delà de ce qui se passe dans la bande de Gaza et tout ce qu'on a vu au cours des 26 jours, l'adresse principale, c'est l'Iran. Je suis convaincu que toutes ces milices pro-iraniennes font partie d'une vision de Soleimani, l'ancien commandant des gardiens de la Révolution, c'est d'entourer Israël avec un cercle de feu, toutes ces milices qui dépendent de l'Iran, et le temps venu, sur l'ordre de l'Iran, selon le timing décidé par l'Iran. Alors cela peut être quelque chose qui est lié à l'accord sur le nucléaire, la normalisation avec l'Arabie Saoudite. Donc c'est un jour. Alors parce qu'on peut se demander qu'est-ce que les Houthis ont fait à faire dans ce conflit. Mais il y a aussi des milices en Irak et en Syrie. En fin de compte, ce sont tous des outils entre les mains des Iraniens. Et je pense qu'on ne pourra pas échapper et on sera obligé de faire face à la véritable menace qui n'est pas le Hamas. En ce qui concerne les Houthis, je le dis déjà depuis 2 jours, la question n'est pas si Israël doit réagir. La question c'est quand. Je pense que cela s'approche. Israël terminera. Si Israël termine cette guerre sans qu'il y ait une riposte significative contre les Houthis, eh bien, ce sera un mauvais message adressé à nos voisins. Parce que quand vous envoyez des drones et des missiles de croisière à une telle distance, vous savez, nous avons créé une équation dans la région, c'est-à-dire que tous les tirs du Hezbollah, par exemple, ont droit à une riposte. Mais donc, même si cette menace est plus lointaine, ce serait une très mauvaise chose si nous ne réagissions pas. Alors, il ne faut pas que ce soit trop tard, mais il va falloir réagir à ce qu'ont fait les Houthis. Et Ilan, je poursuivrai ma question, puisque une unité a été créée, c'est l'unité Nili, d'aller chercher aussi les responsables des attaques Nourba, mais aussi les cadres du Hamas à l'étranger. Quand je dis aussi, c'est le Shabak. J'imagine que le Shabak va aussi travailler avec le Mossad. Est-ce qu'il ne faut pas, puisque à l'instant Zvika disait qu'il va falloir frapper aussi l'ennemi
avant qu'il ne soit trop tard? Est-ce que ce n'est pas aussi le devoir aujourd'hui maintenant et du Shabak et du Mossad d'aller chercher très vite les responsables de toutes ces attaques combinées et de leur dire stop, plus jamais ça? Alors, vous avez évoqué plusieurs sujets dans votre question. Tout d'abord, ce centre de commandement Nili, c'est d'ailleurs quelque chose qui a été décidé non pas par le directeur du Shin Bet, mais par des agents sur le terrain. Et le but, c'est d'éliminer tous les terroristes qui ont pénétré sur le territoire israélien et qui ont commis ces massacres, comme Israël l'a fait après le meurtre des Jeux Olympiques de Munich. Si la définition est d'éliminer le Hamas, eh bien le Hamas ne se trouve pas uniquement dans la bande de Gaza. Je rappelle aux téléspectateurs Salah Harouri et ses amis, et pour éliminer le Hamas, ce sont des gens qui vivent déjà depuis trop longtemps, et l'État d'Israël devra, si c'est possible, et je suis sûr qu'on le fera, il faut les cibler. Ça, c'est en ce qui concerne le Hamas. Autre chose, pour réagir à ce que Tzvika a dit, l'État d'Israël, et c'est une des leçons de ce qui s'est passé dans le Sud, ne pourra pas garder la menace telle qu'elle est de la part du Hezbollah dans le Nord. J'ai entendu des habitants de localités dans le Nord qui ont dit « nous ne rentrons pas à la maison, nous avons vu ce qui s'est passé dans le Sud, comment est-ce qu'on peut revenir avec nos enfants alors que de notre chambre à coucher, on voit une position du Hezbollah ?» Tôt ou tard, l'État d'Israël devra absolument éliminer cette menace. Nous ne pourrons pas vivre sous l'ombre d'une menace qui est une menace non seulement pour les localités du nord du pays, mais qui menace presque l'ensemble du territoire israélien. En ce qui concerne les Houthis, cela va bien au-delà. Ils ont attaqué l'Arabie Saoudite, ils ont attaqué des navires américains, et j'espère que les Américains, et je suis sûr que les Américains vont comprendre qu'il faut traiter cette menace. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir, parce qu'on a plus compris maintenant grâce à vous les menaces et les enjeux de cette guerre contre le Hamas qui dépassent bien au-delà des frontières d'Israël. Merci Tzvika Hamowitz d'avoir été avec nous. Merci Ilan Lotan. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour parler du rôle des États-Unis, du rôle militaire et logistique des États-Unis, j'accueille notre invité, le général 2 étoiles Dana Pittard. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien général américain, vous avez pris votre retraite il y a peu. D'abord, est-ce que vous pouvez expliquer ce que cela veut dire lorsque le président américain, Joe Biden, affirme que les États-Unis aident logistiquement et militairement Israël? Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que ce n'est pas seulement les États-Unis, mais aussi les Nations Unies dans le contexte qui a succédé à la Seconde Guerre mondiale, qui ont dit plus jamais ça, après la Shoah qui a frappé le peuple juif. C'est ainsi qu'Israël a été créé en 1948 en tant qu'État, et que les États-Unis ont été l'un des principaux défenseurs de l'État d'Israël. Ce qu'il veut dire, c'est que les États-Unis soutiennent Israël contre la brutalité du Hamas, contre les actes terroristes qui ont eu lieu le 7 octobre. L'armée américaine a été chargée de veiller à ce que le conflit ne dégénère pas en un conflit régional plus étendu que ce qu'il est aujourd'hui en Israël. Les États-Unis apporteront leur soutien, une capacité logistique, mais il semble qu'ils n'enverront pas en Israël de troupes sur le terrain. Général Pittard, vous avez écrit « Hunting the Caliphate », c'est-à-dire chasser le califat, parce que vous avez été l'un des commandants de l'armée américaine dans cette lutte contre Daesh. Aujourd'hui, on dit justement que le Hamas, c'est Daesh. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Il y a certainement des similitudes avec l'État islamique. L'État s'est accaparé près d'un tiers du territoire irakien et près de 20 à 25% du territoire syrien. Mais ce que l'État n'a pas fait, bien qu'ils aient fait preuve d'une grande brutalité, c'est qu'ils n'ont pas tué d'enfants. Ils n'ont pas massacré des civils inutilement. Non pas que le massacre soit nécessaire, mais il n'est pas inutile. À bien des égards, il ne s'agissait pas simplement de meurtre. L'État a tenté de créer un État bon ou mauvais, qu'on soit d'accord ou non, c'était autre chose. Le Hamas est une organisation terroriste qui gère et dirige la bande de Gaza, là
où il y a des parallèles, c'est que toutes deux sont des organisations terroristes. Toutes deux essayent de gouverner ou ont tenté de le faire. C'est donc probablement là que s'arrête la comparaison. Mais il faut les éliminer tous les deux parce que l'EI constitue une menace existentielle pour l'Irak et la Syrie, à bien des égards, pour une grande partie du monde, tout comme le Hamas constitue une menace existentielle pour Israël. La vraie question, c'est comment éradiquer militairement parlant le Hamas de la surface de la Terre? Il est évident que c'est très difficile et certains diront qu'il est impossible de les rayer totalement de la surface du globe. Mais regardons ce qui s'est passé. Entendons-nous beaucoup parler d'Al-Qaïda? Je veux dire qu'il y a 20 ans, Al-Qaïda était un véritable fléau dans le monde et surtout pour les États-Unis ainsi que pour les alliés occidentaux. Aujourd'hui, on n'entend plus beaucoup parler d'Al-Qaïda. Il faut du temps pour éradiquer presque totalement une organisation terroriste. L'EI a été très puissant en 2013, 2014 et 2015. Mais qu'est-ce que l'on entend aujourd'hui à propos de l'EI? L'EI, en tant qu'organisation terroriste possédant des territoires, a été en grande partie éliminée. Il reste peut-être de petites cellules quelque part, mais la plupart ont été éliminées. C'est la même chose pour le Hamas. Avec le temps, et cela prendra du temps, le Hamas peut être éliminé et sa menace pour Israël considérablement réduite. On a parlé du Hamas, mais et du Hezbollah alors? Le Hezbollah attaque, planifie des attaques contre Israël. Quant au Hezbollah, c'est une toute autre histoire. Le Hezbollah, bien sûr, se trouve dans le sud du Liban. Il menace le nord d'Israël. Le Hezbollah a beaucoup plus de capacités militaires que le Hamas. Il dispose de plus de combattants, de plus de roquettes, d'une meilleure organisation et d'un meilleur entraînement. Le Hezbollah est une véritable menace. Mais pour l'instant, le Hezbollah se contente de mener des attaques limitées. Il ne fait pas ce que le Hamas a fait. Il sera toujours temps de s'occuper du Hezbollah et de ses appuis iraniens ultérieurement. Et pourtant, Général Pittard, le plan de conquête d'Israël était d'abord celui du Nord, celui du Hezbollah. Le Hezbollah est aussi un ennemi des États-Unis. Le Hezbollah, les milices chiites, attaquent également les États-Unis dans la région. Est-ce qu'on peut imaginer une coopération militaire entre Israël et les États-Unis contre le Hezbollah? Je pense que les États-Unis peuvent certainement coopérer contre les mandataires que l'Iran utilise pour attaquer les bases américaines en Syrie et en Irak, et les États-Unis peuvent certainement apporter leur soutien à Israël avec des renseignements et des choses comme ça. Mais en fait, les États-Unis ne s'impliqueront pas en bombardant le Hezbollah ou d'autres choses de ce genre. Je ne pense pas que nous y assisterons, mais qui sait? J'aimerais vous faire réagir à cette phrase de Khaled Meshal, l'un des cadres du Hamas, ancien chef du Hamas, qui a déclaré que dans un élan d'excès de supériorité, finalement que le Hamas avait impressionné la Chine et la Russie. Votre réaction? Vous savez, quand on tue des enfants et qu'on massacre des civils, cela ne m'impressionne pas. En termes de capacité militaire, cela n'a rien de remarquable. Mais le Hamas dispose de certaines capacités. Les tunnels souterrains que le Hamas a construits au fil du temps lui confèrent une grande capacité. La façon dont le Hamas a pu planifier ce terrible acte terroriste sans attirer l'attention des services de renseignement israéliens, américains et autres est également un véritable exploit. Mais on ne peut en aucun cas admirer les terroristes qui tuent des civils innocents. Et si la Russie se dit impressionnée, peut-être que le Hamas a été aidé par des Russes ou des milices russes? Je pense que nous n'en savons rien. Je pense que le Hamas a certainement été financé et soutenu par l'Iran, mais je pense que la Russie ne fait que prendre le train en marche, comme vous le dites, parce que cela va à l'encontre des intérêts américains. Et la Russie et les États-Unis ont manifestement des difficultés à cause de l'Ukraine. Merci, Général Dana Pittard, d'avoir répondu à nos questions. Et comme le veut la tradition depuis le début de cette guerre, ensemble, on est plus fort. Je vous remercie. Ensemble, nous vaincrons.
Et m'a rejoint depuis en plateau Judith Ben Moussa. Merci d'être avec nous. On s'était rencontrés il y a quelques mois de cela. Vous étiez toujours en habit militaire, en uniforme. Et vous sortez de votre service militaire obligatoire dans l'artillerie. Merci de m'avoir rejoint. Galanterie oblige, j'étais obligé de vous présenter juste avant de me tourner vers Emmanuel Roche. Emmanuel Roche, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes ancien cadre du ministère de la Défense. Emmanuel, moi ce qui m'intéresse, parce que vous avez... dans le jargon beaucoup bourlingué tout au long de votre carrière, c'est de savoir comment on va attraper les poches terroristes en milieu urbain. Bonsoir Mathias. Le combat urbain est évidemment extrêmement difficile. Il est en plus, pour le cas de la rentrée dans Gaza, contre le Hamas, c'est donc complètement asymétrique, parce qu'on s'adresse à des terroristes et pas à une armée régulière et en uniforme et face à nous, quoi. Il va falloir, en fait, je pense appliquer les lois de la guerre que nous on comprend en France. C'est concentration des efforts, économie des moyens et liberté de manœuvre. Donc une pointe, rentrée, et le problème qu'il va y avoir, c'est non seulement le combat urbain, mais c'est aussi les tunnels. Alors justement, nous avons une vidéo, et j'aurais voulu également que vous puissiez la commenter avec nous, où on voit des terroristes, si on peut d'ores et déjà d'ailleurs la voir, des terroristes sortir à un petit groupe de 2-3, voilà, elle est placée en direct, merci la régie. Ils sont 2 ou 3, ils sortent, et ont l'avantage topographique puisqu'ils sont juste au-dessus des blindés et frappent. Est-ce que ça, une armée régulière, peut faire face, et comment y faire face? Alors oui, j'ai pas de leçon à donner à Tsahal, mais en fait, y faire face, c'est mettre le paquet devant, quoi. S'il y a que 3 gars qui sortent, il faut mettre pratiquement une compagnie ou un bataillon devant, et il faut les éradiquer. Il faut laminer le terrain. Ce qui est malheureux, c'est parce que le problème, c'est que les terroristes, eux, se cachent parmi la population. Là, je vois vos images, je les découvre. Je vois vos images, c'est un terrain découvert, dans des champs, je sais pas où. Mais en fait, eux, ils vont faire ça dans des maisons, dans des hôpitaux, dans des écoles. Et ce sera le problème. Ce sera tout le problème. Donc là, ce que vous dites, quand vous dites les éradiquer avant, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il faut absolument que le génie militaire et le corps des blindés passent et tout simplement, ce que l'on appelle en langage trivial, mais nettoie le terrain? Oui, c'est malheureux à dire. Il faut en faire un parking. Il faut que chaque mètre qui soit conquis, ça devienne un parking, quoi. Il faut qu'il n'y ait plus rien devant, parce que sinon c'est sans fin. Sans fin. Sinon les blindés vont avancer, l'infanterie sera derrière, et ensuite il y a des gars qui vont ressortir des trous derrière les arbres, derrière, comme je disais, de derrière un hôpital, de derrière une école, de derrière une organisation de l'ONU qui est avec un drapeau, et ils sont à l'abri. Et ils vont ressortir derrière pour faire un combat d'arrière-garde, ce qui est effectivement leur seule méthode, la bonne, pour eux, c'est la bonne méthode, mais c'est un combat de harcèlement complètement asymétrique. Alors je posais la question justement au général Pittard, le général américain, comment on éradique des cellules, comment on éradique un réseau terroriste comme celui du Hamas. De par vos plus de 30 ans de carrière, Emmanuel, et de par les terrains que vous avez connus, est-ce que, militairement parlant, est-ce qu'on peut aujourd'hui, avec les moyens d'une armée régulière, mettre à genoux à terre une organisation terroriste? Alors, oui, on peut, mais par contre, ça va impliquer des actions et des résultats qui vont faire hurler la communauté internationale. Parce qu'il y a un moment... Et c'est comme ça, ça a toujours été, parce qu'eux, ils s'appellent la résistance, tant mieux pour eux, mais ça a toujours été comme ça. Les mouvements de résistance se fondent dans la population, se cachent derrière la population. Le Hamas est réputé pour avoir des boucliers humains qui ne sont pas seulement les otages que vous avez en ce moment, mais qui sont aussi leur propre population.
Et donc, on le sait très bien que quand je me rappelle il y a quelques années de ça, en fait, ils étaient cachés sous l'hôpital. Le quartier général était sous un hôpital. Et qu'est-ce qu'on fait? On frappe l'hôpital. Et puis, du coup, tout le monde hurle au crime de guerre. Mais en fait, ils sont dessous. Et si on frappe pas l'hôpital, ils vont sortir et ils vont faire encore du dégât, encore tuer des soldats israéliens qui sont là pour faire le boulot, et voire encore s'infiltrer dans l'État d'Israël pour aller reprendre des otages et encore massacrer des bébés. Donc la guerre est sans fin, c'est-à-dire qu'à un moment, vous dites la loi de la guerre. Est-ce qu'il y a vraiment une loi de la guerre, justement? Pardon, quand je disais les lois de la guerre, alors il paraît qu'il y a des lois de la guerre qui régissent comment on fait une guerre, peu importe. Là, je parlais des principes de la guerre. Je recommence, c'est concentration des efforts, c'est mettre le paquet, mettre 100% de l'action qu'on a à mener et de la puissance qu'on a sur même le bout de terrain qu'on a à conquérir. Économie des moyens, c'est de pas tout mettre pour garder une petite réserve, et puis liberté de manœuvre. Ce que l'armée israélienne saura faire, c'est de savoir bouger, de savoir manœuvrer et de savoir éventuellement passer certains obstacles pour les réduire plus tard avec des unités en deuxième rideau qui viendront finir le travail. Mais moi, pour avoir un peu vécu chez vous pendant un petit moment, le drame là-bas, c'est la façon qu'a le Hamas de se protéger derrière sa propre population, et maintenant malheureusement derrière plus que 200 otages, à ce que j'ai compris, et surtout derrière sa propre population. C'est-à-dire qu'on ne peut pas frapper sans malheureusement faire des victimes, comme on appelle, collatérales. Voilà qui est dit, c'était important d'être dit. Merci Emmanuel Roche, ancien cadre du ministère de la Défense, d'avoir réagi ce soir à chaud sur cette stratégie justement israélienne. Merci à vous. Merci beaucoup Mathieu. Alors justement, chose promise, chose due avec vous, Judith Ben Moussa, merci de m'avoir rejoint, parce que je n'arrête pas sur le terrain de dire depuis plusieurs semaines l'artillerie, on entend des tirs de canon d'artillerie, et pour autant, chez le grand public, personne ne sait ce que signifie le mot artillerie. Et vous avez porté justement ce béret bleu, cette unité d'artillerie. Est-ce que vous pouvez nous préciser d'abord, c'est quoi l'artillerie ? Alors, pour commencer, l'artillerie, c'est un corps militaire qui est composé donc de chars, de lance-roquettes, de radars qui permet aux populations donc d'être alertées justement dès qu'il y a une roquette qui arrive vers Israël, et de drones, qui soient manuels ou des drones de longue portée. Et donc moi j'ai pu faire partie justement d'un bataillon, de travailler dans des chars en fait. J'ai pu faire partie des chars. Et voilà, c'est toute une panoplie. La question est de savoir véritablement... C'est une panoplie, justement, c'est un corps militaire de dernière technologie. Donc, avec tout ce que cela implique. La question est de savoir, c'est en temps de guerre, l'artillerie, elle sert à quoi ? Alors, en temps de guerre, on va être déployé donc, soit au nord d'Israël, soit au sud d'Israël, en l'occurrence à Gaza en ce moment. Et donc, on va permettre de superviser le travail des unités combattantes, enfin des combattants qui vont rentrer sur le territoire, et donc de déminer, entre guillemets, les cibles du Hamas, qui sont en général des caches d'armes, des mines avec énormément d'explosifs à l'intérieur. Donc, pour optimiser les opérations sur le terrain, il va falloir qu'on s'occupe de ça, et voilà, c'est hyper important. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, j'entendais autour de moi, lorsque je diffuse sur le Haut Soir, l'armée israélienne pilonne Gaza. Ce sont des correspondants de la presse étrangère. En préparant cette émission, vous m'avez dit que ce n'est pas possible. Ouais. C'est-à-dire que l'artillerie ne pilonne pas la population, ne pilonne pas Gaza. Chaque obus qui part a son adresse. C'est exactement ça. Ça veut dire que justement on a des drones, on travaille avec l'armée de l'air, donc chaque cible du Hamas est localisée, et chaque tir, ce ne sont pas des attaques, ce sont des ripostes, on va dire, des ripostes, et chaque tir est extrêmement visé, extrêmement ciblé et calculé. Ce sont des tirs d'obus qui sont extrêmement ciblés, qui ciblent donc les sites du Hamas, et non pas
non pas des civils ou des maisons des civils, donc des cibles du Hamas, que c'est de là d'où partent en fait les roquettes. Donc à chaque fois quand je suis sur le terrain et que je transmets à l'information, j'entends des tirs d'artillerie, ce sont des obus qui exactement. Partent et qui on reçoit des informations des drones et de l'armée de l'air qui localisent la cible, et on riposte exactement, il n'y a pas d'autre moyen. Et évidemment, avant de riposter, on prévient les populations sur le terrain pour éviter les victimes collatérales et pour éviter toute victime, quoi. Donc on prévient les populations d'évacuer, et voilà. Qui plus est, des populations qui sont mêlées à des terroristes, c'est d'autant plus compliqué effectivement pour vous de savoir exactement comment viser. Vous m'avez dit également que vous vouliez ce soir, au-delà de l'aspect opérationnel, bien évidemment d'artillerie, rendre hommage à des amis qui ont été assassinés aussi dans cette rave party. Ouais, alors j'ai un ami c'est un peu émouvant. Il était avec moi à l'armée, c'est un ami à moi de l'armée, et qui était justement à cette rave party. Donc moi c'était le samedi matin, et j'ai ma mère qui m'a réveillée en panique, qui m'a dit voilà, on est en guerre, donc j'ai pas compris ce qui se passait, et je savais que cet ami-là était parti à cette rave party, donc qui était une fête pour la paix, et au final donc je lui ai envoyé des messages, je lui ai dit comment tu vas, enfin je sais pas où t'es, je sais que t'es parti à cette fête, comment tu vas. Toute la journée, je lui ai envoyé un message. C'était Shabbat. Je garde Shabbat. Vous respectez le Shabbat. Et finalement, il m'a pas répondu. Et pendant 10 jours, ses parents l'ont cherché partout, dans les hôpitaux, enfin partout. Et je pensais qu'on pensait tous qu'il était pris en otage par le Hamas. Et finalement, ils ont réussi 10 jours après à l'identifier. Il a été assassiné par les terroristes. Qui d'autant plus, c'est-à-dire que pendant votre service, et juste au moment où vous allez rendre l'uniforme, vous avez aussi appris, parce que c'est ça aussi le rôle de l'artillerie, c'est non pas que être aux portes de frontières de guerre, vous opérez aussi en Judée-Samarie et dans les territoires. Oui. Et l'un de vos amis de classe, de votre formation aussi, a été tué au cours d'un attentat. C'est exactement ça. Déjà, en tant que Français, c'est très bizarre, on n'a pas l'habitude d'être aussi proche de la mort. Alors c'est malheureux à dire, mais les Israéliens ici, ils ont l'habitude de ça, de vivre ce genre de choses. C'est extrêmement malheureux et horrible. Moi, c'est horrible. Ça fait peur de voir la mort d'aussi proche, et c'est vrai que du coup, on gardait donc les checkpoints. On était au checkpoint et on autorise, on va dire, les Palestiniens, ils ont des autorisations de passage pour travailler en Israël. Et c'est vrai qu'il y en a un qui venait de recevoir cette autorisation de passage pour travailler, et le jour où il a reçu cette autorisation, il en a profité pour prendre sa voiture et foncer dans un groupe de soldats qui rentraient chez eux. Et donc, mon ami était sur place. Il y en a un qui est décédé, un autre ami à moi qui a été grièvement blessé, aujourd'hui toujours en rééducation. Et voilà, donc c'était justement un soldat seul, qui était comme moi soldat seul, donc c'est extrêmement... J'étais bouleversée, quoi. Très compliqué. Vous m'avez dit aussi, ça c'est important, que cette guerre, elle a permis aussi, au-delà de votre ancien rôle d'artillerie, de voir qui véritablement étaient vos amis et qui n'étaient plus. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui est très très dur pour vous. C'est extrêmement dur. Déjà, il faut savoir que moi, je ne me suis pas engagée dans l'armée pour apprendre à tuer, que ce soit pour apprendre à tuer le plus de Palestiniens, ou je sais pas. Je me suis engagée dans l'armée pour apprendre à défendre le pays, pour protéger les populations civiles, qu'elles soient chrétiennes, juives ou musulmanes. Et c'est ce que le monde a du mal à comprendre. Et j'ai beaucoup de personnes, des proches à moi, qui ne le comprennent pas, et qui, pour eux, pensent que l'armée israélienne... sont finalement pas ce qu'ils disent être, et que c'est pas une armée si morale que ça. Enfin, ils comprennent pas, et ça a fait qu'augmenter l'antisémitisme en France, et c'est dévastateur pour le monde, quoi. Ça répand la haine, le chaos, et on voit bien ce qui se passe en France et dans le monde en ce moment. C'est devenu une traque de juifs, et c'est abominable. Une traque de juifs, et je pense juste que c'est un antisémitisme qui sommeillait jusqu'au 7 octobre et qui a juste éclaté le jour des massacres. Enfin, c'est grave parce qu'on a déjà vécu des massacres le 7 octobre. Et en plus de ça, les juifs sont traqués dans le monde, et en plus on doit se cacher, et on a peur en plus de ça d'être juif dans le monde. Enfin, honnêtement, moi je trouve que malgré tout ce qu'on a vécu en Israël, on se sent quand même beaucoup plus en sécurité ici finalement que n'importe où, dans n'importe quel autre pays du monde.
Et ce qui est une évidence, effectivement, c'est que le massacre ne s'est pas arrêté le 7 octobre, c'est-à-dire qu'il continue aussi, et que, effectivement, les populations israéliennes vivent toujours sous le feu des roquettes. On se reçoit toujours des roquettes et personne n'en parle. Enfin... Alors, on n'a pas l'habitude d'aborder ce sujet dans Défense, parce qu'on est extrêmement opérationnel, tactique et stratégie, mais je crois savoir d'ailleurs que la plupart des étudiants qui devaient commencer leur année d'études ne le peuvent pas à cause également de cette guerre. Oui, c'est mon cas. Je devais commencer l'université à Tel Aviv justement en octobre, et du coup ça a été décalé en décembre, mais on ne sait toujours pas si ça va pouvoir être repris. Et puis la majorité des enfants, pareil, ne peuvent plus aller à l'école, donc c'est pas possible, quoi. C'est pas une vie. Merci infiniment, Judith. Je sais que vous aviez le track juste avant de commencer l'antenne, et pourtant, j'ai vu réagir Océane. Nicole, Océane, vous voulez réagir peut-être à ce qui vient d'être dit? C'était très beau témoignage. Merci. Bravo. Océane, Nicole, j'aimerais revenir avec vous aussi sur ce qui a été dit par Judith, c'est-à-dire que le nombre de roquettes, effectivement, et on en parlait juste avant en antenne, est en train d'aller décrescendo. Est-ce que c'est exactement ce qu'on est en train de voir? C'est le signe aussi que l'armée israélienne, ça va faire maintenant 26 jours que l'armée israélienne mène des frappes, comme Judith l'a très bien expliqué. Donc il y a un moment où en effet l'arsenal du Hamas est commence un petit peu à baisser. En effet, il y a des lancements de roquettes qui sont détruits. Il y a des hauts responsables aussi qui, eux, s'occupaient de donner des ordres qui ont été éliminés. Il y en a déjà une grosse dizaine de hauts responsables du Hamas qui ont été éliminés, des hauts commandants qui étaient aussi d'ailleurs responsables et qui ont aussi commandité ce massacre le samedi 7 octobre. Donc c'est aussi pour ça qu'on voit qu'il y a quand même un petit peu moins de tirs de roquettes, que ce soit ici dans le centre du pays, mais également dans les localités frontalières avec la bande de Gaza, où il y en a quand même un petit peu moins. Signe peut-être, et ce serait logique, que le Hamas, que l'arsenal militaire du Hamas baisse un petit peu, et que le Hamas est un petit peu sous pression, d'où ces tirs qui baissent un petit peu. Alors le Hamas dans la bande de Gaza, et le Hamas également en Judée-Samarie et donc Cisjordanie. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, ce qui n'était pas possible de faire jusqu'à présent, parce qu'il y avait cette menace des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, aujourd'hui, Tsahal a accéléré dans les territoires. Tout à fait. Il faut savoir que depuis le 7 octobre, donc depuis ces massacres, il y a sur les 360 000 réservistes qui ont été mobilisés, il y en a énormément évidemment sur le front sud à Gaza, sur le front nord également, mais il y en a aussi beaucoup en Cisjordanie, autour notamment en Judée-Samarie, autour de la localité de Jenin. Depuis le 7 octobre, Mathias, donc en 26 jours, il y a 1080 terroristes qui ont été arrêtés, des personnes qui sont liées de près ou de loin à des activités terroristes. Et sur ces 1080 personnes, il y en a 740 qui sont directement liées au Hamas. Donc on est à plus de 1000 personnes en 26 jours. C'est un travail colossal que mènent justement les forces de sécurité israéliennes en Judée-Samarie, en Cisjordanie, appuyées évidemment par la police des frontières, par le Yamam et puis les unités d'élite. Donc il y a énormément d'activités aussi en Cisjordanie, Judée-Samarie. Dans cette région-là, avec des caches d'armes également qui ont été trouvées, et même des tunnels. D'ailleurs, un tunnel a été détruit par les douves d'Evan cette nuit à Jenin. Et on se souvient que le samedi 7, donc quelques heures après ce massacre, il y a Mohamed Def, qui est le commandant du Hamas, qui a aussi commandité ces attaques, qui a appelé justement tous les Palestiniens de Cisjordanie, de Judée-Samarie à sortir les armes, etc. C'est pourquoi il y a énormément d'activités aussi dans cette région pour essayer de... Pour l'instant, on ne le voit pas trop sur le terrain. On s'attendait à ce qui est vraiment un autre front en Cisjordanie. Pour l'instant, les forces de sécurité israéliennes arrivent à canaliser, mais c'est pourquoi il y a des activités jour et nuit dans cette région. Merci Océane. Pour moi aussi de rappeler la mémoire et d'élever la mémoire d'un des soldats qui venait de cette région, Abdaya Mark. J'avais interrogé sa sœur en 2016, juste au lendemain où son père avait été lui-même assassiné. C'est une drôle de famille, drôle d'histoire de cette famille Mark, dont le père a été assassiné et le cousin a été assassiné le 7 octobre dernier. Et il est mort au combat. Il est mort au combat hier dans la bande de Gaza, que sa mémoire soit élevée. Israël est actuellement le pays le plus menacé au monde. C'est une évidence, des missiles balistiques en Iran, aux drones de Gaza, des roquettes du Liban aux missiles de croisière du Yémen, en passant par l'arsenal du Hamas. Fanny Zimmler.
Au début de l'attaque du 7 octobre, le Hamas a utilisé des dizaines de drones explosifs équipés d'obus. Ils ont tiré également des RPG, des roquettes non guidées. Leurs caractéristiques, anti-chars, portatives et rechargeables, ces drones explosifs avaient déjà été utilisés par le Hamas, mais le 7 octobre constitue la plus importante utilisation qu'il n'en ait jamais faite. Autre menace, les missiles sol-sol d'une portée de 1500 à 2000 km. Certains sont conçus pour menacer directement la population. D'autres peuvent frapper avec précision des sites stratégiques en Israël. Par exemple, les bases de Tsahal, en particulier de l'armée de l'air, les centrales électriques, les forces de défense israéliennes et les ports. L'Iran possède le plus grand réseau de missiles balistiques du Moyen-Orient avec des dizaines de missiles Shahab et Sejil capables de frapper Israël avec précision. La milice Houthi, établie par les Iraniens au Yémen, possède également des missiles balistiques pouvant atteindre Israël. Ils s'inspirent de la technologie iranienne. Autre danger qui entoure Israël, les roquettes lourdes et les missiles balistiques à moyenne portée, soit plus de 100 km. Le Hezbollah détient des centaines de Zelzal et des Fater 110 capables d'atteindre la majeure partie du territoire israélien. En plus du Hezbollah au Liban, les milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie en possèdent également. Une moindre quantité de ces armes serait aussi aux mains du Hamas à Gaza. Toujours au sujet des roquettes, celles à courte portée, ce que l'on appelait dans les années 70 les Katyushas, tirées par les terroristes du Liban sur la Galilée, se révèlent être la menace la plus importante pour le front intérieur israélien. Il en existe plusieurs types, les roquettes Qassam de Gaza, les Grad, les M75, les R160 ou encore les Riber. Elles pèsent entre 50 à 200 kg. Ces missiles ont déjà été tirés depuis Gaza et le Liban par le Hamas et le Hezbollah. Des premières tentatives de lancement de roquettes basiques ont également eu lieu depuis la Cisjordanie, sans parvenir à activer la combustion d'explosifs. L'Iran a copié le concept des drones Shahed, les a vendus à la Russie qui les utilise pour attaquer en Ukraine. Téhéran les a également fournis au Hezbollah, au Hamas et aux Houthis. Les drones suicides peuvent atteindre une portée de 2000 km. Ils mesurent 3,50 m de long, disposent d'une envergure de 2,50 m, pèsent environ 200 kg et volent à plus de 185 km par heure. À côté de cela, les Iraniens ont développé des missiles de croisière. Ils sont appelés missiles, bien qu'ils ne suivent pas une trajectoire balistique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis à la gravité puisqu'ils quittent l'atmosphère et reviennent au-dessus de leur cible. Ils sont équipés d'un moteur à réaction et volent comme des avions à une vitesse qui ne dépasse pas celle du son. Son principal avantage pour les ennemis d'Israël est de voler à basse altitude, ce qui le rend difficile à repérer. Des missiles sol-mer étaient à l'origine destinés à être lancés depuis la terre contre des navires. Le Hezbollah et le Hamas les utilisent en Méditerranée pour menacer les navires de la marine israélienne. Voilà, fin de cette première partie d'1h30 ensemble dans Défense. Quelques minutes de pause et on revient juste après pour parler de l'Iran, du Qatar et également un sujet extrêmement sensible, l'identification des corps. On se retrouve juste après. Ma reine d'amour pour toujours. Mauboussin, ma reine d'amour numéro 1, 745 €. Le Volvo XC40 100% électrique est à partir de 380 € par mois. C'est l'histoire de Mathieu qui a repris l'entreprise familiale. C'est aussi celle de Franck qui a pu retrouver du travail. Là, c'est Inès qui doit un peu de son succès à Mathieu. Et cette belle aventure collective a commencé dans le bureau de Juliette, conseillère Banque Populaire. Banque Populaire, la réussite est en vous. Et si la voiture du futur était déjà là? Chez Spoticar, le leader de l'occasion en France. On vous propose dès aujourd'hui les voitures de demain. Électriques, pour être plus responsable.
mais surtout reconditionné pour être plus durable. Du 23 octobre au 4 novembre, pendant les très belles journées Spoticar, profitez de 3 mois de loyer offerts sur votre véhicule d'occasion. Spoticar, des occasions pleines d'avenir. Take me to a place where happiness is in the air. Israël grandit. Je suis fier. Israël rit. Je danse. Israël pleure. Je suis désespéré. Israël est en danger. Je suis là. Je donne au fonds d'urgence du Keren Hayesod pour les victimes du terrorisme. Vous êtes toujours sur Défense spéciale pendant 1h30 ensemble. Vous avez suivi la première heure, deuxième heure, bien évidemment, toujours 4e semaine de guerre. Alors nous avons voulu prendre un petit peu d'ampleur justement de cette guerre, toujours avec vous, Océane Nicole, mais on va voir avec vous. Or Issachar, vous êtes ancien soldat de l'unité 8200 et vous êtes aujourd'hui chef du département de recherche Iran au Bitronistim, c'est un think tank, les sécuritaires, avec vous. Or, pourquoi je vous ai demandé de venir? Parce qu'en ce moment, il y a une vraie polémique sur le fait du fait qu'Israël ne parle plus la langue du Proche-Orient et parle l'occidental. Et c'est ce qui aurait peut-être aussi affaibli les positions israéliennes vis-à-vis justement de nos ennemis. D'abord, l'Iran. C'est votre spécialité. Est-ce que clairement, comment on peut comprendre que l'Iran est derrière tout ce mécanisme? Bonsoir Mathias. Je pense qu'il est évident que l'Iran exerce une influence absolument importante sur le Hamas. L'Iran, on peut dire, est le ventriloque derrière Hamas. On a vu par exemple les militants des terroristes de l'unité d'élite Nourba de Hamas quelques semaines avant l'attentat, qui se sont rendus sur place en Iran pour s'entraîner. Alors l'Iran, pendant beaucoup d'années, pendant des années, ça fait que l'Iran en fait fournit la formation, l'équipement, le financement de Hamas. On a vu le 120 millions de dollars par mois que lui fournit. Et il ne faut pas chercher plus loin que les déclarations de leader de Khamenei qui a dit « j'embrasse les mains de Hamas » à la suite de cet attentat. Il a dit, et là, le régime sioniste se meurt. Il a même averti Israël, il a averti les États-Unis contre l'intensification de l'offensive terrestre à la bande de Gaza. Il a dit même l'Iran considère faire une action préventive contre Israël. Alors là, on regarde ça et on se dit qu'il faut une attitude absolument nouvelle à l'égard de l'Iran. Je pense que il est insupportable qu'il y ait un État qui soutient le terrorisme de telle façon. Lui, il faut tenir l'Iran responsable de ce qui se passait. Est-ce que c'est le seul? Parce que effectivement, j'ai été moi-même surpris de ce tweet du conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi de remercier le rôle du Qatar. Lorsqu'on se parle, vous me dites, mais vous-même, vous ne comprenez pas. Parce que vous le savez, que le Qatar n'est pas si propre que cela. Pas du tout. Écoute, le Qatar, il a fait des années que le Qatar est en train de jouer ce double jeu, en fait, en tenant des relations avec les États-Unis et avec l'Iran, avec le Hamas, avec la Russie, avec tout le monde, effectivement. Mais c'était le 7 octobre que les hauts responsables de Hamas ont été sur place à Qatar, dans des hôtels de 4 étoiles,
en regardant les écrans de la télé, en regardant entre guillemets le grand succès de ce massacre. Alors, ils ont trouvé l'abri en Qatar, au Qatar, on peut le dire. Mais vous savez, je n'ai jamais regardé la guerre entre Israël et Gaza à travers ce prisme étroit d'Israël contre Gaza. Il faut porter un regard un tout petit peu plus global et se rendre compte qu'il s'agit d'une guerre tout à fait régionale. Où il se joue par exemple des intérêts, des sphères d'influence, l'axe iranien contre l'axe israélien, américain, les pays arabes pragmatiques même. Et donc le Qatar se trouve, vous savez, au milieu de tout cela. Et je pense qu'il faut absolument faire pression sur le Qatar pour tout d'abord améliorer la possibilité de libérer les otages, mais aussi finalement, je pense, de faire justice avec les responsables de Hamas. Alors la question, justement, vous dites faire justice, ça veut dire utiliser la force. Et je reprends ma première expression du départ, comment on parle le langage du Proche-Orient? Comment on reprend la main du langage du Proche-Orient? À mon avis, personnellement, l'Occident, je dis cela, l'esprit occidental a du mal, effectivement, à comprendre l'instinct oriental de l'infinité, à mon avis. On cherche toujours la finalité, c'est-à-dire il faut signer un accord. L'accord d'Oslo, l'accord de Gaza avec le Liban. Et tout cela, je pense, est fondé sur la pensée erronée, peut-être une histoire assez convaincante qu'on s'est racontée depuis tant d'années, mais une histoire tout à fait fausse, que le conflit avec les Palestiniens est fondé sur des disputes territoriales, alors que ce n'est pas le cas. On a bien entendu par exemple le cheikh Ahmed Yassine, le fondateur de Hamas, qui l'a dit il y a 30 ans aux médias israéliens, qu'en fait le conflit, donnez-moi les territoires de 67 et on parlera. C'est-à-dire, je déclarais une trêve limitée, une période que je choisirais, et puis on parlait. Parce que finalement, mon objectif est de libérer ma terre natale, c'est-à-dire les territoires de 48. Alors pour l'Occident, il s'agit d'un écart, je dirais, insurmontable. C'est-à-dire, on cherche toujours la finalité. On a du mal à comprendre qu'en fait, à l'Occident, on cherche l'infinité. En fait, on cherche la campagne qui est infinie. Et ma question, elle va plus loin, Or, puisque vous comprenez parfaitement le persan, puisque c'est votre spécialité. Aujourd'hui, dans la région, on parle persan et arabe. Quand est-ce qu'Israël va arrêter de parler anglais et parler arabe et persan? C'est toujours la tension, parce qu'on essaie d'être une démocratie, on essaie d'être un État juif, mais tout à fait, comme vous l'avez précisé, de parler le langage, de parler l'arabe, de parler la perse. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'en fait, il ne faut pas tomber dans ce piège. Quand il y a le document fondateur, par exemple, de Hamas, il dit qu'il faut éradiquer le peuple juif. Il ne faut pas libérer les territoires de 67, il faut éradiquer le peuple juif. On a trouvé, par exemple, des documents avec les terroristes de Hamas qui ont envahi en Israël, en disant que l'ennemi est une maladie incurable, qu'on peut pas soigner. Voilà. Alors, je le crois sur parole. Il ne faut pas imaginer comme si l'ennemi veut justement limiter ses exigences au territoire de 67, alors qu'ils disent je veux éradiquer le peuple juif. Et alors, en ce moment-là, plus la victoire d'Israël à Gaza, à mon avis, plus la victoire à Israël à Gaza sera écrasante, plus la probabilité d'élargir les accords d'Abraham et obtenir une paix durable dans la région avec l'Arabie Saoudite. Parce que on voit bien le principe de force que vous venez de mentionner, le principe de force qui disent qu'au Moyen-Orient, on ne fait la paix qu'avec celui qui est fort. Et non pas celui qui fait preuve de faiblesse. Et c'est ça le grand leçon peut-être qu'il faut tenir de ce massacre. Parce que peut-être il y a des gens qui ont toujours des fantasmes sur l'idée de la solution de deux États. De la solution de deux États. Alors, moi, je me pose la question, comment ça se fait que, après, vu qu'on s'est désengagé de la bande de Gaza, et vu le résultat catastrophique de ce désengagement, il ne faut absolument pas se désengager d'encore plus de territoire à la Judée et Samarie. Or, restez avec nous, vous allez sans doute pouvoir apprécier l'interview qui va suivre. Je vous propose de l'écouter d'ailleurs. Et me rejoint depuis le Canada Yasmine.
Mohamed, merci d'être infiniment resté avec nous. Yasmine, vous avez un parcours particulier. Votre père est d'origine gazaoui. Il s'est marié avec une Égyptienne. Vous avez été élevé dans l'idéologie islamiste et vous en êtes sorti. Aujourd'hui, vous la combattez. D'abord, votre réaction à ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. Vous m'avez dit, et j'ai pu vous lire, que vous n'avez pas été choqué. Eh bien, je crois que comme tout le monde dans le monde, j'ai été bien sûr choquée par la brutalité, par le nombre des victimes, par le fait qu'il y a eu tant d'enfants touchés. Et bien sûr, l'image de Shani Louk est une image que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Et beaucoup de femmes qui ont grandi avec la peur de l'extrémisme et du terrorisme islamique, nous nous voyons et reconnaissons en elles, parce qu'on sait toutes qu'on aurait pu être elles. Mais je n'ai pas été choquée dans la mesure où c'est ce que fait l'extrémisme islamique. Nous avons vu ce qu'a fait Daesh aux femmes yézidis, nous avons vu Boko Haram, ce qu'ils ont fait aux jeunes filles chrétiennes. On voit en Iran ce que la République islamique fait aux femmes d'Iran qui combattent le hijab. Nous savons combien bruts ils peuvent être, combien inhumains ils peuvent être. Cela veut dire en quelque sorte finalement que pour vous, il n'y a aucune différence et il n'y avait aucune différence au préalable avant ces attaques du 7 octobre entre le Hamas et Daesh. Non, le Hamas, Daesh, ISIS, tous ces régimes, tous ces terroristes, ces groupes de terroristes, si vous regardez le manifeste du Hamas, sa charte, il cite un hadith qui parle, le verset qui parle du fait que chaque personne juive sur la planète doit être tuée et que les rochers et les arbres soutiendront et aideront les musulmans contre le peuple juif et diront à chaque musulman, il y a un juif qui se cache derrière moi. Donc ça, c'est le hadith, c'est le verset du Coran. Alors quand vous voyez des extrémistes islamiques, ils suivent tous la même idéologie. Il y a des variantes, c'est certes le régime iranien, c'est peut-être des chiites, alors que le Hezbollah est du chiite, alors que le Hamas c'est plus des sunnites, mais en fin de compte, ce sont tous des terroristes et ils suivent tous la même idéologie islamiste. Yassine Mohamed, j'aimerais vous poser la question parce qu'effectivement, tout à l'heure, cette question m'a été posée lorsque j'étais chroniqueur tout à l'heure dans le Prime, dans l'émission de Jean-Charles Banoun. Comment on vainc le Hamas? Alors je disais que militairement, c'est peut-être possible, mais la vraie question aujourd'hui, c'est l'idéologie du Hamas. Est-ce que vous pouvez nous apporter une certaine lumière de savoir comment on peut vaincre l'idéologie du Hamas? Grande question. Et c'est quelque chose que j'ai passé beaucoup de temps à combattre, l'idéologie de tous ces islamistes, de ces groupes islamistes. Mais vraiment, la réponse, c'est d'abord et avant tout de séculariser les pays musulmans qui détiennent les populations otages sous la charia, sous la loi islamique. Si les gens ont l'occasion d'ouvrir leurs esprits, de penser une pensée critique, d'analyser de manière critique, vous serez surpris de voir combien de personnes quitteraient l'islam comme je l'ai fait. Je suis dans une organisée qui s'appelle Free Hearts, Free Minds, Esprit libre et cœur libre, des gens qui ont renoncé à l'islam d'autres pays et on a le soutien seulement de 30% des gens qu'on contacte parce que tout le monde, on est débordé par des gens qui veulent quitter cette religion, qui l'ont quittée et qui cherchent ce soutien. Et donc, même ceux qui décident de ne pas vivre sous la religion, ils peuvent au moins choisir d'ignorer toutes les parties homophobes, antisémites, violentes de cette doctrine. Et dans le monde musulman et dans le monde européen,
ils doivent être discrets. Ils peuvent être plus publics dans le monde occidental. Et je suis cofondatrice d'une organisation qui s'appelait la coalition Clarity, où nous avons des contacts avec toutes les religions du monde. Nous travaillons tous de concert pour combattre cette idéologie islamiste. Ce n'est pas les Arabes contre les Juifs, les musulmans contre les Juifs, non. C'est les humanistes contre les terroristes. Mais alors, rapidement, vous avez été élevé dans cette éducation islamiste. Comment on sort justement de ce brainwash, de ce lavage de cerveau? C'est pas facile. À l'âge de 19 ans, on m'a forcé à me marier avec un terroriste opérant pour Al-Qaïda qui se trouve aujourd'hui en Égypte. Et ça a été un mariage atroce. Et j'ai eu une fille dans ce mariage. Et je ne voulais pas que ma fille grandisse dans la même vie que moi j'avais eue. Je savais qu'il fallait que je m'en sorte pour la protéger. Et quand je suis sortie, je suis allée à l'université. À l'université, j'ai pris un cours d'histoire des religions. Et j'ai été, pour la première fois de ma vie, j'ai pu examiner de manière critique l'islam. J'avais pas le droit de poser des questions avant. Les questions, c'était satanique. Et donc, et puis après, il y a eu le 11 septembre. Et j'ai été bombardée intellectuellement et émotionnellement. Et à la fin de cette année-là, j'ai su que je ne voulais plus faire partie de cette religion, du tout. Ça sera ma dernière question, Yasmine Mohamed. En préparant cette émission, j'ai pu voir une dépêche selon laquelle le Polisario, le Front Polisario, qui est une organisation considérée comme terroriste par le Maroc, est financé par l'Iran, financé par les frères musulmans également, par les islamistes en Algérie, a envoyé 4 roquettes et a tué des Marocains. Finalement, quelle est la différence entre Polisario, Hamas, Hezbollah, toutes ces organisations-là? Est-ce qu'on peut émettre une comparaison finalement? Vous savez, les musulmans tuent des musulmans tout le temps. Au moment où je vous parle, au Pakistan, ils essaient de se débarrasser de tous les réfugiés afghans qui sont arrivés, peu leur importe qu'ils survivent ou pas. Donc, en fait, le monde ne s'occupe en réalité des choses que quand l'Amérique ou les Juifs sont impliqués, Israël ou l'Amérique sont impliqués, alors tout à coup, tout le monde se préoccupe des vies perdues. Quand Assad tuait des Syriens, tout le monde s'en moquait. Au Yémen, l'Arabie Saoudite bombarde tous ces gens du Yémen qui meurent de faim. Personne ne descend dans la rue pour ces pauvres gens et ces morts. Mais apparemment, c'est une double standard. Je suis d'accord, en effet. Ils sont tous des organisations terroristes, monstrueuses, déplorables, mais malheureusement, il y a des victimes qui ont plus de valeur que d'autres. Merci infiniment, Yasmine Mohamed. Quel courage d'avoir réagi et d'avoir accepté mon invitation dans Défense ce soir. Merci à vous. Thank you. Merci. Ori Sacha, vous avez voulu réagir. Oui, non, c'est absolument impressionnant, voire émouvant d'entendre de telles paroles. Je pense que ça revient au même point que je dis tout à l'heure, qu'il faut absolument reconnaître la vraie nature de la menace. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, c'est-à-dire, je me rappelle avec sourire, peut-être au programme de déradicalisation en France, en Europe. Il me paraît que les gens ne sont pas rendus compte de la vraie nature de la menace. C'est-à-dire même à l'égard du conflit israélo-palestinien. Il ne faut pas banaliser la menace. Il ne faut pas banaliser les exigences des Palestiniens, des Arabes. Ils veulent libérer la Palestine de la mer of love. Et vu ce point-là, il ne faut pas rechercher plus loin que, par exemple, les manifestations à la place de la République, les 100 000 manifestants à Londres qui n'ont pas crié, vous savez, il faut chercher un compromis. Ben non, ils ont crié « gazer les Juifs ». Alors, vu ce genre de menace, je pense qu'il est clair quelle est la solution, c'est-à-dire d'éradiquer la haine antisémite du monde.
Merci beaucoup, Or Issachar. Je rappelle que vous êtes ancien soldat de cette unité de contre-espionnage 8200 et aujourd'hui chef du département iranien au think tank, les Bitronistim, les sécuritaires. Océane, on change complètement de sujet pour parler assez rapidement parce qu'on va aller ensuite voir un invité qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur sur l'identification des corps qui prend du temps, des corps des victimes du massacre du 7 octobre. Tout à fait, puisqu'on est maintenant à 26 jours après donc ces attaques simultanées menées par le Hamas. Et en effet, le bilan est encore provisoire, tout simplement, puisqu'en effet, l'identification des corps prend beaucoup de temps. On sait qu'il y a beaucoup de corps qui ont été brûlés, calcinés. Donc c'est pour ça que malheureusement ça prend beaucoup plus de temps. Il faut se rendre sur place, il faut essayer de trouver les ADN, ce qui reste, pour essayer d'analyser un corps, des dents, des restes humains. C'est pourquoi ça prend énormément de temps et c'est pour ça que 26 jours après, on est encore sur un bilan qui est provisoire à 1400 morts. La plupart une grande partie des victimes, les familles, ont d'ores et déjà été prévenues. Malheureusement, ils ont reçu ce coup de fil que personne ne veut recevoir, évidemment. Il y a une quarantaine de corps qui sont encore sans il y a une quarantaine de familles qui sont encore sans nouvelles, 40 personnes qui sont encore disparues. Eux, ils ont espoir peut-être qu'ils sont dans la bande de Gaza et qu'ils ont été pris en otage et détenus, kidnappés le 7 octobre par les terroristes du Hamas. Mais il y a donc 40 toujours personnes disparues. Peut-être qu'on va savoir. Et les autorités ont dit d'ailleurs que peut-être qu'on ne saura jamais. Exactement. Tant les corps sont abîmés et sur des tas de cendres, et ben malheureusement, c'est évidemment très compliqué d'identifier une victime. Merci à vous, Océane. Alors je me tourne vers le rabbin Eliad Ben David. Je vous remercie d'être resté si tard parce que malheureusement, vous travaillez 24 heures sur 24. Vous êtes l'un des rabbins de la police des frontières. Vous avez mené plusieurs centaines d'identifications de corps. D'abord, dans quel état moral êtes-vous, rabbin Ben David? D'abord, bonsoir et merci de nous donner la parole. Comment nous nous sentons? Bonne question. Il faut comprendre, quand nous avons commencé à nous occuper des victimes, où on s'est dit, comme disent nos sages, c'est comme traiter des rouleaux de la Torah. C'est comme ça que nos sages parlent de ce que l'on fait quand on s'occupe de cadavres de personnes saintes comme celle-là. Et donc, c'est vraiment en comprenant que nous œuvrons, pas seulement en notre nom, mais au nom de tout le peuple d'Israël. En nom de tout le peuple d'Israël dans son entier, avec toutes les difficultés que cela représente, cela nous donne beaucoup de force, et parce que nous savons que l'esprit d'Israël est près de nous. Je peux vous demander, rabbin, je sais que c'est une question difficile, mais combien de corps avez-vous identifié, vous, personnellement? Waouh, c'est une question difficile. Beaucoup. En fait, on était dans le camp du rabbinat militaire et dans l'identification des corps où on a ramené toutes les victimes militaires, civiles, des policiers. Et les policiers, personnellement, c'était des gens que je connaissais. Personnellement, c'est très très dur. Combien j'en ai identifié? Énormément. Je peux pas, il n'y a pas de chiffre. Est-ce que vous pouvez nous apporter une précision, nous le disions à l'instant en plateau, du fait que c'est un travail sain que vous êtes en train de faire, mais c'est un travail visiblement qui ne va pas être abouti jusqu'au bout parce que l'état des corps est extrêmement avancé. C'est exact. Le travail est un travail sacré et un travail extrêmement minutieux. Et nous nous considérons vraiment comme des émissaires du sacré, le plus
professionnel possible pour un maximum possible. Nous avons travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec l'autorisation du rabbinat pour que les cadavres ne soient pas désacralisés le plus rapidement possible et de manière minutieuse pour que Dieu nous préserve, nous ne commettions pas d'erreur dans l'identification des corps. Et pourquoi certains ne vont pas pouvoir être identifiés ? Une question tellement horriblement douloureuse. Les horreurs qui ont été commises là-bas, on ne doit pas les décrire. Les tortures, les désacralisations de cadavres, la destruction de toute apparence humaine de la pire manière qui soit. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'ils ont fait. Dans l'identification, nous avons utilisé tous les moyens scientifiques les plus précis possibles et existants, jusqu'à l'extrême limite. Et on travaille encore, jusqu'aujourd'hui, on travaille pour avoir une identification précise. C'est très lent, c'est précis, avec des scientifiques, des spécialistes du monde entier qui viennent nous aider. On n'a pas terminé, on essaye, on finira par y arriver. J'ai les mots qui me manquent, Rabbi Ben David. Comment vous avez arrivé à trouver cette force et dire ce message au monde? Comment vous trouvez cette force pour continuer à traiter ce qui est impensable? En effet, c'est inconcevable. Mais quand j'ai parlé avec mes combattants, avec les combattants qui se sont battus héroïquement contre les monstrueux terroristes, maudits soient-ils, je leur ai dit que notre force vient des chapitres de la Torah que nous lisons dans la Torah. Cela commence par notre ancêtre Abraham et tous nos patriarches qui ont vécu sur cette terre. Nous avons la force de 75 ans de l'État d'Israël, mais c'est la force du peuple éternel qui ne vit pas seulement maintenant. Le peuple a été éternel, le peuple éternel sera, et c'est cela qui nous donne la force aujourd'hui. Et vous avez la force aujourd'hui, Rabbi Ben David, de continuer jusqu'au bout votre mission? C'est ça, notre mission. C'est notre mission sacrée pour les familles qui attendent encore leurs chers disparus, pour qu'ils puissent les accompagner dans leur dernière demeure, qu'ils puissent prendre le deuil. C'est notre travail, notre mission au nom du peuple d'Israël, et nous aurons la force de l'accomplir. Je rajouterai, nous avons cette force aussi grâce à votre interview, parce qu'en Israël, nous sentons que nous ne sommes pas seuls. Tout le peuple d'Israël, en France et dans les pays du monde entier, s'intéressent à nous, veulent nous aider, nous soutiennent. Et ça donne un sentiment extraordinaire que nous sommes un grand peuple, le peuple d'Israël, où tous s'inquiètent les uns des autres. C'est ça notre force, notre union. Qui plie, mais ne rompt pas. Merci infiniment à Rabbin Eliad Ben David de la police des frontières. Depuis plus de 26 jours, travaillé 24 heures sur 24 pour identifier les corps. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et que nous ayons de bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. Amen. Merci. Merci Rabbin Ben David. Voilà, c'est la fin de ce numéro de défense. Encore une fois, beaucoup d'émotions. Et la défense, ce n'est pas que l'opérationnel, ce n'est pas que la stratégie, ce n'est pas que le terrain. C'est aussi ces émotions de ces hommes en uniforme qui ont vu le pire, mais qui savent aussi combattre et continuer également à se tenir debout. Merci Ori Sachar encore une fois, merci Hossein Nicole. On se retrouve la semaine prochaine. Merci également à mon équipe d'avoir fait en sorte que cette émission soit une réussite. Bonsoir à tous.